Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Et comme chaque semaine, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Cette semaine, on va parler d'élections, on va parler de tensions sociales, on va parler aussi des suites du 22 mars, entre autres. Et pour cela, nous allons inviter 2 personnalités politiques et 4 experts. Alors les experts, je vous les présente. D'abord, elle milite et elle ne touche à aucun de ses potes, c'est Béa Ercolini. Quand même un peu. Il est le petit-fils de Rosa dont il a fait un roman et il écrit chroniquement Marcel Sell. Il est un des meilleurs spécialistes du Bruxelles d'aujourd'hui, le journaliste de l'RTBF Karim Fadoul. Bonjour Jean-Jacques. Et il est l'un des meilleurs spécialistes du Bruxelles du futur, le bloqueur Yvan Vandenberg. Bonjour Merci. aussi. Alors, après le 22 mars, que se passe-t-il? On parle encore des attentats, oui, c'est vrai, mais aussi, surtout, on a beaucoup parlé des victimes et je vous propose de regarder ce reportage où on voit comment les victimes ont vécu ce jour de commémoration du 22 mars. Reportage de Marie-Noël Dinan et Fred Dehaenau. Dans un ultime hommage, le roi dépose une couronne au pied du monument de la Petite Rue de la Loi, devant un parterre d'autorités officielles, mais aussi sous le regard d'une centaine de victimes et de leurs proches. Ceux qui ont eu la force physique et mentale de revenir sur les lieux du drame un an après. On revit le 22 mars exactement, mais ça fait une semaine que je préhendais ce jour en fait. Et c'est pas facile pour nous. Mais si j'étais à l'aéroport ou bien à Malbec, c'est vraiment pour soutenir les victimes. Difficile encore de trouver les mots, la fatigue est là. Ces victimes sont debout depuis l'aube. Certaines n'ont presque pas dormi cette nuit à l'idée de vivre cette journée. Je ne savais pas comment mon corps allait réagir, mon esprit allait réagir en voyant la station, mais je vous avoue que ce n'est pas la station à laquelle je descends d'habitude. Et donc c'est une station, la seule fois que j'y suis descendu, il faisait sombre. C'était un peu les ténèbres et cette fois-ci, l'endroit a été illuminé, donc totalement différent. Dans un ultime geste symbolique, les victimes et leurs proches sont invités à poser une rose blanche sur l'inox brillant. Certains sont troublés par les impacts gravés dans le monument. Je vois ces impacts dans le métal ici, mais dans la chair des gens. Et je connais une personne dont le corps est criblé de particules métalliques qu'elle tirera toute sa vie durant. Notre nouvelle vie commence maintenant et c'est important. Je pense qu'on a de la chance de pouvoir vivre, et surtout dans mon état, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras. Et voilà, j'ai peut-être pas encore toute ma tête, mais voilà, je reste positif. Rester positif et rester uni, quelle que soit sa culture ou ses convictions, c'est le souhait de nombreuses victimes. Alors, est-ce qu'après le 22 mars, Béa Ercolini, il y a moyen de rester positif? On a aussi entendu des victimes qui ont dit « je ne serai pas là, ça ne sert à rien, c'est une mascarade, je suis blessée, on ne m'aide pas ». On a entendu beaucoup de gens dire « ces attentats nous ont appauvris, au-delà du fait qu'ils nous ont cassés en petits morceaux ». Et franchement, je ne comprends pas comment les choses ne sont pas, après un an, réglées avec les assurances, comment ces gens ne sont pas rentrés dans leurs frais. Je vais presque dire de manière cynique, en termes de communication, je ne comprends pas. Ça ne doit quand même pas être si compliqué de régler la situation de quelques dizaines de personnes, de nommer une personne. Plus de 850 personnes. Ok, d'accord. Mais quand bien même, c'est une priorité. Je veux dire, pour un État, pour un gouvernement, même strictement en termes de réputation, je trouve que ça vaudrait la peine de mettre le paquet, au-delà du fait que sur le plan humain, c'est inacceptable, je trouve. Marcel Sell. Mais je vais répondre à Béa. Le 22 avril 2016, Maggie de Bloch a, sur son blog, écrit que le Cairn était tombé d'accord pour créer un statut pour les victimes. Il a fallu 1 an pour que ça se réalise. Par contre, pour le communiquer, ça a été immédiat. Et donc, l'impression que j'ai, c'est qu'on est de plus en plus dans une société où les politiques font de la communication et où, en fait, ils ne se rendent plus compte du résultat de leur communication au niveau de la population. Et quelque chose qui m'a frappé, par exemple, c'est que les mesures pour les entreprises, pour aider les entreprises qui avaient perdu du chiffre d'affaires après les attentats, sont arrivées beaucoup plus vite que les vraies mesures nécessaires pour les victimes. Karim Fadoul. Et malgré tout cela, je pense qu'on a quand même vu ce 22 mars lors des commémorations
des victimes dignes, des bien proches sûr. particulièrement dignes. C'est vrai. Il y a peut-être eu cette sortie médiatique et je pense qu'elle était bien pensée de Walter Benjamin et on peut le comprendre quand il s'adresse comme ça de manière aussi violente, mais c'est parce que ça traduit un ras-le-bol, une exaspération, une incompréhension. Donc oui, c'est excessif, mais cet excès est totalement compréhensible. Mais au-delà de ça, on a quand même des victimes qui dans leur toute grande majorité ont été extrêmement dignes. Ce qu'on peut également se poser comme question, et ça je pense que nous en tant que journalistes, on a eu cette difficulté, c'est de savoir qu'allons-nous suivre comme commémoration, parce qu'il y avait un embouteillage en matière de commémoration dès tôt le matin à Zaventem et tout au long de la journée jusque tard le soir. Est-ce qu'on en a fait trop? Est-ce qu'on en a peut-être fait pas assez? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'oublier? Ce sont aussi des questions, je pense, auxquelles il va falloir répondre rapidement pour ne pas qu'on se retrouve un an plus tard à se poser les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. En tout cas, le 25 mars, on n'a pas oublié, puisque dans en les parle. experts, on en parle. Yvan Vandenberg. Mais moi, je pense que c'était nécessaire et même indispensable, parce qu'à la fois, il était nécessaire que la vie continue, mais aussi nécessaire de montrer qu'on n'oublie pas. Et je pense que c'était fort important pour les victimes de sentir à nouveau cette solidarité, y compris organisée ou spontanée, comme à la bourse. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est qu'on en parle, c'est précisément ce que veulent ceux qui commanditent ce genre d'opérations et ceux qui les exécutent. Ils veulent qu'on en parle beaucoup, au maximum, et je pense qu'il faut qu'on soit quand même aussi attentif. Autant il faut reconnaître ses souffrances, autant il faut, je crois, éviter d'en parler trop. Et surtout, les conséquences aussi, investir dans la sécurité, diminuer nos libertés. C'est justement tout ça qu'ils voudraient. Donc je pense qu'il faut quand même être attentif à cet aspect-là des choses. Eh bien, on va poser les questions là-dessus à nos deux invités politiques. J'appelle donc Ahmed Laouej et Julie De Groot à nous rejoindre ici en plateau pour répondre à ces questions. Bien, on va commencer tout de suite avec vous, Julie De Groot. Est-ce que vous trouvez que finalement, les autorités de manière générale, l'État fédéral, mais pas seulement l'État fédéral, est-ce qu'on en a fait assez vis-à-vis des victimes ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Ce qui était très beau, très digne, très respectueux, mais surtout porté par les victimes et les familles de victimes, c'était la journée du 22 mars. Cette journée-là, elle a vraiment, moi j'ai vécu toutes ces commémorations, ça a été très très fort, très digne. Une seule phrase, ce papa de ce jeune homme belgo-turc tué le 31 décembre dans la discothèque à Istanbul, qui disait une phrase qui vraiment me reste en mémoire, c'est « La patrie, c'est là où on est bien, c'est pas là d'où on vient, et c'est pour ça que j'ai voulu enterrer mon fils chez moi ». C'est vraiment une phrase, parce qu'elle fait réfléchir cette phrase. Donc le 22 mars, merci aux victimes, aux familles de victimes d'avoir fait ce message-là. Par contre, le traitement des victimes, non, vraiment, non, ça ne va pas. On aurait dû vraiment leur éviter la paperasserie, les aider par rapport aux assurances, avoir un véritable statut pour les victimes. Enfin, ça ne va pas. Là, nous n'avons pas répondu à la dignité par la dignité. Alors, Ahmed Laouej, vous êtes à la Chambre, donc les débats sur le statut des victimes, c'est des choses dont on parle à la Chambre et en commission également. Pourquoi ça prend finalement tellement de temps? L'opposition en parle et nous recevons les victimes. Nous avons un dialogue, contrairement visiblement au gouvernement fédéral. Parce que il les a reçus aussi. Parce que le Premier ministre les reçoit, mais ne semble pas les entendre. Il y a un retard inexplicable dans l'indemnisation des victimes. Alors, du côté du gouvernement, on explique que c'est d'abord les assurances qui doivent faire un geste. Les assurances traînent un petit peu, et puis dans l'intervalle, les gens ne sont pas dédommagés, ne sont pas reconnus. Donc, il y a clairement un déficit dans la gestion de la problématique des victimes. Cela étant, et avant cela, je voudrais quand même aussi m'associer à ce que vient de dire Julie. L'intuition que nous allons être d'accord sur beaucoup de choses aujourd'hui, Julie, c'est qu'évidemment, à l'occasion de ce drame, il y a eu aussi un grand moment de rassemblement national autour finalement de ce qui fait que nous sommes une nation, un pays, c'est-à-dire la volonté de pouvoir coexister, vivre paisiblement dans la cohésion sociale et d'être rassemblés aussi contre toute forme d'extrémisme politique. Et alors quand le roi a dit « osons la tendresse », ça ne vous a pas surpris ça, Julie De Groot? Tout à fait, c'était vraiment assez étonnant, mais alors ce qui était vraiment très fort, c'est que c'était comme en écho
à ce que plusieurs victimes disaient. Voilà, le djihad de l'amour, c'est quand même assez fort aussi. Et donc, c'était très étonnant parce qu'au fond, on est ramené à une position d'une certaine humilité, quoi. Voilà, on est ensemble, solidaires, et c'est des petits pas. Il y a une certaine humilité face à cette violence extrême, et cette réponse-là, elle touche très profondément. Là, vous serez d'accord aussi, Ahmed Laoueche. On est d'accord, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous diviser, parce que c'est ça la stratégie géopolitique de ces assassins, c'est de nous diviser, de nous dresser les uns contre les autres. Donc il ne faut évidemment pas tomber dans ce piège. C'est la raison pour laquelle on a besoin de grands moments de rassemblement, de communion, oserais-je dire, pour rappeler que personne ne parviendra à nous diviser, même si évidemment certains en profitent parfois sur le terrain électoraliste. Mais justement, profitons-en, parce que le lendemain de ces commémorations, à Anvers, Bart De Wever a fait une conférence de presse assez tôt, suite à cet incident dramatique de cette voiture qui comptait foncer dans le public. Et on a senti peut-être une certaine récupération dans ce mouvement, avant qu'on en sache vraiment beaucoup, Ahmed Laoueche. C'est tout à fait clair. J'attire votre attention sur la concomitance de l'intervention de Bart De Wever avec un débat en plénière à la Chambre jeudi, au moment où Theo Franken est sur la sellette, en raison des propos infâmes qu'il a tenus à l'égard de Médecins sans frontières, les accusant d'organiser la traite des êtres humains en Méditerranée. Vous imaginez un peu le scandale. Et au même moment, eh bien, on apprend que Bart De Wever fait une conférence de presse contre les recommandations du parquet fédéral. Oui, la NVA, ne tournons pas autour du pot, instrumentalise chaque fois qu'elle le peut des événements terribles et tragiques pour faire de la promotion électorale, parce qu'elle sait, elle, que son carburant, c'est précisément de diviser les populations. C'est un peu un procès d'intention, parce qu'il ne pouvait quand même pas prévoir qu'il y aurait une attaque. C'est passé à 10h45 du matin. Moi, je voulais mettre ça plutôt en parallèle. C'est peut-être un concours de circonstances. Oui, Karim Fadoul. Non, mais c'est peut-être oui, pose la question. On n'est pas là pour le défendre. Je comprends que vous me posiez la question, je maintiens mes propos. Il n'y a jamais rien qui est dû au hasard dans la communication de la NVA. Et on peut reprendre un grand nombre d'exemples, et en particulier chaque fois qu'il y a un drame qui leur permet de mettre, si je puis dire, en exergue, de mettre en avant leur programme, qui est toujours un programme de stigmatisation. Attendez, Karim Fadoul, d'abord, pour réagir là-dessus. C'est malgré tout son rôle de communiquer. Sauf qu'il agit contre les recommandations. Sauf qu'il agit contre les recommandations du parquet fédéral. Le parquet fédéral lui disant attendez d'avoir plus d'informations, permettez-nous de faire notre travail. Vendredi, mais peut-être par sécurité, le parquet a décidé d'inculper l'individu en question de tentative d'assassinat dans un cadre terroriste. C'est peut-être une précaution d'usage pour ne pas écarter cette piste-là. Mais c'est je trouve que si je peux dire juste un mot sur le mot précaution d'usage. Moi, je trouve que le parallèle qu'il faut faire, c'est certes avec MSF, mais c'est surtout avec Londres. Donc, le 22 mars, on a un attentat clairement terroriste, puisqu'il a été revendiqué après par Daesh à Londres, mais on voit bien qu'il y a quand même une autre attitude des autorités britanniques. C'est un peu le keep calm and carry on, mais c'est vrai. Donc il y a une autre attitude qui est la précaution, qui est de ne qualifier l'acte de terroriste qu'à un moment où ils sont certains, ce qui a été d'ailleurs prouvé après. Et il n'y a quand même jamais de dérive par rapport à ça. Il n'y a pas eu de dérive tout de suite vers un message, je dirais, sécuritaire. Et donc je trouve que le parallèle entre Londres et Anvers, là, est assez fort, parce qu'on voit bien qu'on peut appréhender un même phénomène d'actes violents de façon différente. Regardez le parallèle avec ce qui s'est passé en Allemagne. Vous avez les autorités politiques qui font preuve de prudence, qui ne qualifient pas immédiatement et qui attendent les résultats des premières informations émanant des autorités judiciaires. Oui. Ceux qui sont les mieux placés que pour pouvoir établir les faits, ce sont les autorités judiciaires. Pas un responsable politique, fût-il bien informé comme peut l'être le bourgmestre d'une grande ville. Donc il faut faire preuve de prudence, parce que ce que vous allez dire va immédiatement structurer le récit médiatique et le récit politique. Mais Ahmed Laoueche, si on revient il faut être prudent. À Bruxelles et en Belgique, il y a des bourgmestres qui ont pris la parole au moment des perquisitions, à différents moments, pour donner des informations très factuelles, effectivement. Donc je dis c'est une habitude, en tout cas, le bourgmestre ayant la responsabilité de police. Ce n'est pas ce que je remets en cause, évidemment, qu'un bourgmestre
promesse, c'est que l'autorité politique doit pouvoir communiquer, rassurer, informer, délivrer un certain nombre d'informations pratiques. Pas aller trop loin. Bien entendu. Mais à partir du moment où le parquet fédéral dit attention, n'allez pas trop vite, et que malgré tout vous avez le bourgmestre d'Anvers, je rappelle que Bart de Wever s'est invité à une réunion à un moment donné au ministère de l'Intérieur avec Yann Yambon et toute la hiérarchie de la police à un endroit où il n'avait strictement rien à faire pour discuter éventuellement des éventuelles responsabilités des uns et des autres. Il aurait peut-être voulu faire une conférence de presse ce jour-là. Non, mais ça veut dire que la NVA ne respecte pas les institutions. Pour la NVA, les institutions sont quotité négligeables lorsque leurs intérêts électoraux et politiques priment. Je vois que quand on parle de la NVA, là, on y va, on va parler maintenant du fédéral. Non, évidemment. On va parler du fédéral avec le budget. Dimanche, le gouvernement présentait un budget sans taxe nouvelle, avec plutôt une bonne humeur. Indécent, a réagi Gilles Van Den Burg, qui était mon invité lundi dans l'interview. C'était une communication que nous on a trouvée assez indécente. On sait bien que déjà il y a un trou de 1 milliard qui aujourd'hui par certains tours de passe-passe comptables, on nous explique qu'il n'y a vraiment aucun problème. Et effectivement, le gouvernement fédéral organise une communication joyeuse et s'auto-félicite de son travail, alors qu'on sait que depuis le début de la législature, plus de 3 milliards d'euros d'économies dans la sécurité sociale ont été faits. Et donc se réjouir du fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus fragilisés de notre société, les pensionnés, les femmes aussi, les boulots à temps partiel qui ont été systématiquement sanctionnés par ces économies drastiques dans la sécurité sociale. Je dirais aujourd'hui, se réjouir, c'est pour nous tout à fait indécent. On aimerait vraiment qu'une autre politique, un autre cap budgétaire soit pris par ce gouvernement. Alors le député écolo dit la même chose que vous, finalement. C'est indécent. Oui, ça ne ressemble à rien. Si vous voulez, ils ont fait un ajustement budgétaire sur le coin d'une table, sans véritablement expliquer comment ils allaient réparer les dégâts sociaux qu'ils ont eux-mêmes causés, parce qu'il faut bien voir que leur politique budgétaire aujourd'hui n'est jamais que la suite désastreuse de leur politique économique. Donc non seulement ils coupent dans les services publics, dans la sécurité sociale, mais en plus ils continuent à creuser les déficits et on voit la dette publique augmenter. Je rappelle quand même que le bureau du plan explique qu'il faudra trouver minimum d'ici 2018, 6,5 milliards. Donc tout ça pour vous dire qu'à nouveau, en effet... Mais sur le budget 2017, ils ont plutôt bien travaillé ou ils ont mal travaillé? Parce que vous parlez de 2018, mais sur 2017... Monsieur Deleu, permettez-moi de vous dire que chaque fois que le gouvernement Michel a annoncé des chiffres, ils ont été démentis par la Cour des comptes et par la suite, bien souvent aussi par la Banque nationale et le bureau du plan. On ne peut pas les croire sur parole. Depuis le début de la législature, ils nous racontent des carabistouilles. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ce soit plus crédible. D'autant plus que... C'est vous qui avez vos entrées quand même au ministère des Finances. Au SPF Finance, comment expliquer le fait qu'il se trompe à ce point et systématiquement, de 6 mois en 6 mois, qu'il y ait un contrôle budgétaire ou qu'il y ait confection d'un budget? Parce que la communication, là aussi, à nouveau, prime l'intérêt général et prime le sérieux. On parle trop vite, c'est ça? Mais c'est-à-dire qu'il si vous voulez, il adapte son calendrier budgétaire à son calendrier politique. Donc le Premier ministre sait qu'il va passer dans les médias le dimanche, donc il lui faut un accord avant dimanche. Et donc évidemment qu'il va saupoudrer ici et là, prendre des chiffres qui ne ressemblent à rien. Et alors, je vous le dis, c'est parce que c'est comme ça depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, chaque fois qu'ils évaluent une mesure, la Cour des comptes va dire « mais non, là vous vous trompez, vous exagérez, ça ne ressemble à rien ». Donc vraiment, une fois de plus, j'invite chacun à faire attention chaque fois que le gouvernement Michel annonce des chiffres. Et je dirais que le fait que Mme Galland soit partie ou ait quitté le gouvernement n'a pas vraiment amélioré la situation. Alors, les patrons flamands ont apparemment, Julie de Groot, à peu près le même avis que l'opposition, c'est de dire ce gouvernement ne fait rien, il dort, il est en affaires courantes, ça n'avance pas. Oui, c'est vrai qu'ils sont habitués à faire passer leur point de vue systématiquement. Donc je pense que leur message est de dire que le gouvernement ne fait pas assez. Je pense que sur le fond et le ton par rapport à ce budget, c'est ça qui ne va pas du tout. Donc la même semaine, il y a un fond et un ton relativement relax, désinvolte, colonie de vacances, tout va bien au fond, il n'y a pas de souci. Et la même semaine, les gens sont dans la rue, 15 000 personnes pour le non-marchand, on a des grèves sociales, des perturbations partout, et on a des statistiques européennes qui nous disent que le pouvoir d'achat des Belges a diminué. Donc les Belges ne vont pas bien, et il y a quelque part un ton par rapport à ça qui est tout simplement pas supportable,
pas audible pour les gens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche très profondément. Si on voit par exemple le non-marchand qui est dans la rue, c'est aussi par rapport à ça, de dire... Mais c'est pas que contre le fédéral, hein, le non-marchand. Hein, je sais. Mais on en parlera aussi juste sur après. Sur la réforme des hôpitaux, c'est aussi... Oui, mais est-ce que c'est pas un peu logique que la majorité a l'air de dire tout va bien et que l'opposition a l'air de dire tout va mal? Il y a pas une certaine logique là-dedans. Le contraire est assez rare. Mais ici, il y a un principe de réalité aussi on a constaté que d'abord, ce qui était mis en avant par le gouvernement fédéral était effectivement systématiquement remis en question. Et puis, on voit bien que les mesures qui sont proposées n'impactent pas de façon positive le citoyen. Donc, il y a aussi, au niveau de la communication, puisqu'on a maintenant déjà parlé plusieurs fois de communication, au niveau du ton, quelque chose qui est inacceptable. Okay. Marcel Sel. Oui, au niveau justement de la communication, c'est un gouvernement qui, dès le départ, a donné souvent des chiffres qui ne voulaient pas dire grand-chose, comme par exemple 60 000 nouveaux emplois, alors que c'est ce qui était attendu en fonction de la croissance de la population, etc. Et quelque part, il s'est mis une épine dans le pied, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il a réussi à faire décoller très légèrement de 1,5% le taux d'emploi, qui était une donnée qui est une des données fondamentales, parce que ça donne vraiment le vrai... nombre de Belges et la vraie réussite sur la croissance de l'emploi éventuelle. Et il a commencé à décoller, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années et des années. Et là, maintenant, il ne peut même pratiquement plus l'annoncer crédiblement parce qu'il a tellement chipoté avec les chiffres que là, quand il a une réussite, et je voulais dire aussi sur le pouvoir d'achat des Belges, la BNB dit qu'elle... contredit. Oui, parce qu'elle se base sur le salaire net, c'est-à-dire le vrai revenu. Donc il faut quand même être aussi prudent sur les chiffres. Yvan Vandenberg voulait ajouter aussi quelque chose. Yvan Vandenberg. Moi, je voulais juste dire une seule chose, en fait, c'est que un certain nombre de gens souffrent beaucoup de toutes ces mesures prises, et on le sait. Et il me semble que là, maintenant aussi, il y a la classe moyenne qui commence à s'appauvrir fortement. Et dans une ville comme Bruxelles, ou dans un pays comme la Belgique, ça pourrait être dramatique. Et c'est un phénomène un peu neuf. Donc quand la classe moyenne s'appauvrit, ça veut dire qu'elle n'est plus de la classe moyenne. Elle rejoint tous ceux qui sont déjà les défavorisés, qui sont en rade. Quelque chose auquel je voulais attirer l'attention. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on embraye tout de suite sur notre chapitre suivant, qui est la tension sociale, et on va rester un peu sur les mêmes problématiques. Mais on va regarder ce reportage qui a été fait au moment de la manif du non-marchand, justement. C'était mardi. Reportage d'Aline Jacobs et de Yannick Van Gansbeek. La santé, c'est pas du commerce. Pas de privatisation. Pas de privatisation. Une marée humaine verte, rouge et bleue dans les rues de Bruxelles. Point commun de toutes ces personnes, elles travaillent dans le secteur non marchand. Infirmiers, éducateurs ou professeurs, tous sont des travailleurs en colère. Même si on ne le montre pas de manière directe, mais on est très en colère parce qu'on ne peut pas continuer à sucrer, à fermer les robinets pour le non-marchand. Ça, c'est pas possible. Personnellement, je suis éducateur dans un home pour handicapés et nos revendications, c'est quand même des meilleures conditions de travail, des aménagements de fin de carrière parce que pour l'instant, c'est la catastrophe. Le gouvernement a tout supprimé au fil des ans. Il est urgent que le pouvoir politique garantisse l'avenir de la sécurité sociale. Salaire trop bas, faible pouvoir d'achat et fin de carrière difficile. Pour ces travailleurs, les conditions de travail sont devenues intenables, une situation qui fait fuir les plus jeunes. On a des conditions de travail qui deviennent tellement pénibles que les jeunes ne veulent plus venir dans ces métiers des soins ou de la santé ou le social ou la culture. Et en plus, ce sont des salaires qui ne sont pas attractifs. 14 000 personnes selon la police ont défilé dans les rues de Bruxelles. Objectif atteint pour les syndicats qui n'attendaient que 10 000 personnes. Une façon de maintenir la pression sur le gouvernement durant les négociations des accords sociaux. On a l'impression que pour l'instant les négociations patinent un petit peu. Nous voulons redonner un petit peu de pression sur le gouvernement pour pouvoir avancer et conclure comme il est prévu ces accords avant l'été. Un début de printemps du non-marchand qui ne passe pas inaperçu. Alors, Julie de Groot, vous vouliez parler du non-marchand, justement. Donc, c'était assez spectaculaire, cette manifestation, parce qu'effectivement, en pleine semaine du 22 mars, avoir cette mobilisation aussi importante, c'était plutôt surprenant. Oui, c'est pas la première fois, malheureusement. Donc, c'est surtout ça qu'il faut souligner, c'est qu'à un moment, le non-marchand insiste sur le fait qu'il veut être entendu. Alors, qu'il veut être entendu sur une série de points, une série de secteurs. Il
les soins de santé, il y a le secteur hospitalier, mais on a entendu ici aussi justement la culture, les personnes handicapées. Donc je comprends bien, il n'y a pas que le fédéral, il y a évidemment les différentes entités qui sont concernées. Mais moi je trouve ça très très fort qu'ils aient été présents plusieurs fois. Je pense qu'ici même, à BX1, j'ai déjà parlé d'une manifestation de ces personnes qui sont à notre service, de tous les Bruxellois. Mais je pense qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs mouvements de grève, de protestation sociale cette semaine-ci. Si on parle de choses aussi différentes que Bruxelles Propreté, que Deleuze, etc. Ce sont des problèmes différents. Alors c'est très différent, c'est pour ça que je dis de situations très différentes. Est-ce que c'est une ambiance électrique? Moi, ce que je pense vraiment, d'abord, on a parlé du pouvoir d'achat du Belge qui se sent mal, qui souffre, qui a dur, comme on dit en belge, mais aussi c'est vraiment très profondément le malaise sur la concertation sociale à tous les niveaux. Il y a vraiment notre modèle qui est que, oui, il y a des réformes qui sont nécessaires et qui sont préconisées tant par la gauche que par la droite de tout temps, mais qu'à un moment, il faut y adhérer. Et ça, c'est notre modèle, c'est la concertation sociale. C'est qu'à un moment, la société se fédère autour d'un modèle. Et là, il est éclaté. Oui. Alors prenons un exemple, Ahmed Laoueche, avec voilà. vous. Bruxelles Propreté, c'est un bon exemple, c'est un service public. Et là, il y a une nouveauté. On parle même de travailler peut-être à un moment donné 4 jours sur 5, d'ici 2 ou 3 ans. Et on n'est pas arrivé, malgré une concertation, à mettre en place un nouveau système de collecte sans action de grève. Mais Fadila Lanan a pris ses responsabilités, a relancé une dynamique de concertation sociale, annonce des recrutements supplémentaires, annonce un réaménagement de la collecte, discuté avec les représentants du personnel. Donc elle prend un certain nombre de mesures. Eux disent que c'est pas vrai. Eux disent qu'elle n'est pas en concertation. Je pense qu'il est de bon ton évidemment pour les organisations représentatives du personnel de dire évidemment ça ne suffit pas, ce qu'il y a sur la table ne suffit pas. Et c'est bien comme ça qu'on entame une négociation. De son côté, la ministre prend ses responsabilités, rétablit le dialogue, est dans la concertation et va dégager des moyens que pouvoir répondre aux attentes du personnel. Donc moi je suis plutôt confiant. Par contre, ce que je souhaite ajouter, parce que tout à l'heure on a un peu évacué le fédéral en disant mais finalement c'est aussi une affaire des autres niveaux de pouvoir. Les mesures les plus brutales qui touchent le secteur non marchand ont été décidées par le gouvernement Michel. Le saut d'index, c'est le gouvernement Michel. Il frappe les travailleurs du secteur non marchand. L'augmentation des taxes sur la consommation, la TVA sur l'électricité par exemple, ça frappe aussi le secteur non marchand. D'ailleurs, ça frappe la population dans son ensemble. Et vous avez raison, monsieur. C'est-à-dire que les classes moyennes aujourd'hui sont en voie de précarisation parce qu'elles subissent de plein fouet ce que le gouvernement Michel prend dans leur poche. Donc il y a au niveau du gouvernement Michel des mesures qui sont prises et qui font mal à l'ensemble de la population, en ce compris le secteur non marchand, là où les marges, malheureusement, sont moins importantes qu'ailleurs pour essayer de revaloriser autant que faire se peut au niveau de l'Europe, salarial. parce que ce que la FGTB a fait en journée vendredi contre le dumping social, là c'est au niveau européen. Donc on se retrouve à différents niveaux de pouvoir. Tout à fait. Et effectivement, il ne faut pas oublier le fédéral. Et le démantèlement de la sécurité sociale, qui est un autre exemple, va frapper aussi les travailleurs du secteur non marchand. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut pouvoir refaire de la solidarité intersectorielle et interprofessionnelle. C'est-à-dire que malheureusement, face à une telle brutalité économique et sociale du gouvernement fédéral, on doit se rassembler autour de la défense d'un certain nombre d'intérêts économiques et sociaux, parce qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de rappeler au gouvernement Michel qu'il y en a assez. Des grandes manifs nationales, mais pas avec les syndicats des éboueurs. Il y en a assez de voir. C'est ça. Non, je pense que très fondamentalement, qui eux demandent trop. Je dirais que les intérêts des travailleurs se ressemblent. Les intérêts des travailleurs se ressemblent. Et quand on voit que les dividendes des sociétés du Belvin explosent alors que le pouvoir d'achat des travailleurs diminue, ça veut clairement dire que la politique à laquelle aujourd'hui on assiste, c'est un transfert de la poche gauche des travailleurs vers la poche droite du patronat. Julie de Groot. Moi, très fondamentalement, je pense que c'est le dialogue qui est rompu. Oui. Quand le dialogue est rompu, les gens sont dans la rue. Et ça, c'est à tous les niveaux que ça doit te montrer. Alors, Fadila Lanan est une femme de dialogue. Voilà, je la pratique au quotidien à la COCOF. C'est une femme de dialogue. Mais je pense que dans notre modèle belge, ce qui fait vraiment le ciment, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table et qu'on discute parfois avec les méthodes très belles jusqu'à la nuit, etc., ça s'est rompu. Et donc les gens se disent « j'ai plus confiance en ça, il vaut mieux que j'aille dans la rue ». Et là, c'est vraiment
quelque chose de très fondamental dans notre société. Ça fait vraiment peur parce que c'est quelque chose qui est très fort. On a commencé par justement une solidarité qui était montrée tous ensemble le 22 mars. Eh bien, au niveau social aussi, on ne doit vraiment pas mettre en question ce modèle qui est le nôtre. Je résume. Tous à la même table pour Julie de Groot, tous dans la rue pour Ahmed Laoueche. Je vais vous proposer maintenant de regarder à chacun... Vous avez une façon bien à vous résumer. Je résume. J'essaie. Je reste optimiste. Non, mais vous disiez au début que vous étiez d'accord sur tout. On peut essayer de quand même trouver quelques désaccords. Si on n'est pas d'accord, on ira dans la rue. Julie de Groot, je vous propose, on va commencer par Julie de Groot, avec ses visages, avec les têtes d'affiche de la semaine. Je vais vous proposer 4 visages. Vous allez en choisir un. Vous allez regarder un petit écran qui est devant vous. Et vous ferez un commentaire positif ou négatif. On va commencer tout de suite par Marina J, écolo historique, démise de son poste de chef de groupe écolo. Stéphane Mercier, le prof anti-avortement de l'UCL. Marc Wilmots, le nouvel entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et les Schtroumpfs, dont le nouveau film sort mercredi. Alors vous avez le choix entre Marina J, Stéphane Mercier, Marc Wilmots ou les Schtroumpfs. Qui choisissez-vous? Stéphane Mercier, bien entendu. C'est vraiment inadmissible. C'est tout à fait inadmissible à l'UCL d'avoir de tels propos. Et je suis très contente que l'université se soit immédiatement distanciée. Mais fondamentalement, et je suis contente que Béa Ercolini soit là, donc fondamentalement aussi, comme féministe, on se dit il y a quand même des combats qu'on croit avoir menés derrière nous. C'est fini. Enfin, c'est fini. Et puis, on se rend compte qu'on doit vraiment continuer ces combats. Il y a une manif ce week-end. Il ne faut pas oublier que Trump, en même temps que le Muslim ban, il a arrêté toutes les subventions aux ONG qui finançaient de près ou de loin une forme d'aide à l'avortement dans certains pays du tiers-monde. Et donc, moi, et je ne pense pas que je sois exactement majoritaire au CDH là-dessus, mais je pense que c'était très courageux de la part du vice-président des jeunes CDH d'avoir sorti une carte blanche sur la dépénalisation de l'avortement. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir remettre le curseur là où il doit être et d'avoir un certain équilibre. C'est-à-dire, à l'heure de Trump, à l'heure de Stéphane Mercier, à l'heure de la manifestation de ce week-end, eh bien peut-être qu'on doit dire stop à la stigmatisation, à la culpabilisation de certaines femmes et remettons le curseur de l'autre côté pour avoir un équilibre. L'appel des 350 concernant la sortie du code pénal de l'avortement? J'ai répondu à titre personnel. Oui. Et alors, Ahmed Laoueche, vos 4 visages à vous sont différents. Il s'agit tout d'abord de Jean-Henri Compère, le sculpteur du monument hommage aux victimes d'attentats, José Appart, candidat surprise à la fédération PS liégeoise, Mannequin Peace, décoré par les pompiers, ou alors Jérôme Jarre, ce jeune youtubeur français qui a mobilisé les stars contre la famine en affrétant un avion de vivres pour la Somalie. Alors, Jean-Henri Compère, José Appart, Mannequin Peace ou Jérôme Jarre. Si vous voulez, je peux ajouter Yvan Mayer, qui voit des mains salafistes dans toutes les mosquées bruxelloises. Moi, j'aurais bien voulu parler des Schtroumpfs. Ah, mais non. C'est dommage. Alors, non, mais les Schtroumpfs. Je vais choisir, mais les Schtroumpfs, regardez, ils se ressemblent tous, il n'y en a pas 2 pareils. D'accord. Et ils sont petits, et face à un danger plus grand qu'eux, ils savent se mobiliser, se rassembler. Mais par ailleurs, Peyo, c'est toute ma jeunesse. C'est toute ma jeunesse. Non, Peyo, c'est toute ma jeunesse. Les Schtroumpfs sont bleus. Oui, maintenant, je vais vous demander de choisir parmi les 4 visages. Grand chef est rouge. Alors là, je vais choisir quand même Monsieur Compère, c'est-à-dire celui qui... Jean-Henri Compère. Jean-Henri Compère, qui a réalisé cette œuvre d'art en hommage aux victimes. On a besoin de symboles, on a besoin de se souvenir. Le devoir de mémoire, c'est aussi le ciment d'une nation qui se veut dynamique, d'un pays qui se dit qu'il ne doit pas oublier pour pouvoir aller de l'avant. Et donc on a besoin de symboles comme on a besoin de commémorations. Et je pense que c'est aussi une façon de montrer aux victimes que jamais on n'oubliera ce qu'elles ont subi. Alors, autre débat de société qui s'est invité cette semaine, c'est celui sur la dépénalisation du cannabis, cette fois-ci. C'est Élodie Roupeau, mardi soir, en accueillant Benoît Hamon, qui a lancé cette idée pour le PS. Dans M, notre magazine M, jeudi, Sébastien Alexandre, de la Fédération des associations de toxicomanie, sur la santé en toxicomanie, lui était très clair. Il dit s'il faut un nouveau cadre réglementaire, parce qu'aujourd'hui, le cadre, c'est la mafia. Écoutez-le.
Et au-delà de ça, donc, c'est l'autorité publique qui définirait justement le profil des personnes qui peuvent éventuellement acheter, quels produits elles pourraient acheter, avec quel taux de produits psychoactifs, selon quel prix, etc. Donc ça, c'est un cadre qu'il n'y a pas aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le moment, on est dans un régime où il n'y a aucun cadre. L'interdit fait qu'en fait, le cadre... Oui, il y a un interdit, c'est ça le cadre. Enfin, il y a une directive qui fixe la possession maximale à 3 grammes, mais pour le gouvernement actuel, la position, c'est tolérance zéro. Oui, mais alors ça, c'est le gouvernement fédéral qui a effectivement une position de tolérance zéro, mais c'est effectivement loin de la réalité, parce qu'on sait en même temps qu'un tiers des 25 à 34 ans ont déjà consommé au moins une fois du cannabis. Donc c'est un produit qui est déjà consommé, qui est déjà banalisé. Simplement, il est encore illégal. Donc c'est-à-dire que tous les consommateurs qui achètent ce produit, pour le moment, ils le font dans un cadre, pour parler de cadre, mais c'est un cadre qui est déterminé par les mafias. C'est un produit qui est déterminé par les mafias. Donc c'est un cadre qu'on rejette. Nous, ce qu'on propose, c'est un cadre, justement, organisé par l'autorité publique. Alors, Marcel Sel, sur ce débat qui revient comme ça. Bah oui, il a absolument raison. On est toujours dans l'idéologie. En fait, c'est le même débat que la prohibition aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit un produit populaire, on alimente la mafia. Il était interdit avant d'être populaire. Hein, oui, je sais. Mais par contre, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les produits qui circulent sont jusqu'à 5-6 fois plus dosés en THC que ce qui circulait dans les années 80, quand certains d'entre nous ont peut-être de temps en temps tiré sur un pétard africain. Vous êtes 6, il y en a 2. Moi, j'en ai un sur 3. Prescription, donc oui, à l'époque, je fumais des choses. Mais aujourd'hui, c'est devenu une drogue dure. Et là, en fait, c'est dû à l'approximation hollandaise qui a autorisé la vente, mais où, en fait, par la concurrence entre vendeurs, on a créé des produits qui étaient devenus jusqu'à des 30-40% de THC dans le shit. C'est énorme. Et c'est devenu donc une drogue à accoutumance extrêmement forte et cancérogène. Donc voilà, il faut réguler pour arriver à revenir à un marché qui ne... Bercolini. Oui, déjà, c'est un argument. Il faut qu'elle soit contrôlée, cette marchandise. Et il faut... En tant que maman, longtemps, je me suis dit, après avoir fait mes bêtises, oui, mais s'il y en a à tous les coins de rue, ça va être une génération sacrifiée, ma fille, etc. Alors, ma fille, à 15 ans, comme toutes les gamines de son âge, et les gamins, dans sa bonne école à Uccle et tout, évidemment qu'elle a fumé des pétards, et pas qu'un peu, donc... Je crois que quand même aujourd'hui aux États-Unis, je crois que c'est la Californie qui est le cinquième État aux États-Unis qui vient légaliser. Voilà, il y a même une politique de cannabis médical, ça fonctionne très bien. Le Canada y pense. Je vois pas pourquoi pas nous. Yvan Vandenberg. Un certain nombre de gens arrivent à vivre très bien aussi avec leurs voisins et leurs amis, sans consommer du vin, du whisky, des cigarettes, du café. On peut s'en réjouir. Alors faut-il évidemment, pour que tout le monde participe à ça, interdire les choses. Prenons l'exemple de la cigarette, on voit bien les gros changements qui sont intervenus, mais on n'a pas interdit de fumer de la cigarette. Mais on voit bien que ça a fortement diminué. Et donc je pense qu'il n'y a aucune raison de mettre le cannabis à part de ces choses auxquelles on s'accoutume. Je pense que c'est important, effectivement, de sortir cela du réseau de la mafia où ça se trouve. Et quand vous parliez de contrôler, etc., le contrôle n'est possible que si, évidemment, ce n'est plus dans les mains de la mafia qui s'en nourrit et qui utilise cet argent à des fins que personne ne peut déterminer. Alors Ahmed Laoueche, c'est une proposition du PS. Tout le PS est d'accord, comme le décumule Le président s'est exprimé, en effet, au meeting de Benoît Hamon. Quelle est l'approche que nous proposons? C'est de la réglementation. Il faut réglementer parce qu'on fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'en effet, l'interdiction engendre un marché parallèle qui est contrôlé par des mafias. Et dans le cadre d'une commission parlementaire que je préside qui concerne les paradis fiscaux, on entend les grands spécialistes du blanchiment d'argent sale et on voit comment les mafias se structurent, comment la criminalité financière s'organise, avec évidemment des prolongements sur d'autres terrains de criminalité. Donc il faut pouvoir, pour mettre cette criminalité hors jeu, avoir une réglementation qui permette de faire échapper ce marché à leur main. La deuxième raison, c'est qu'en effet aujourd'hui, ceux qui consomment, et en
particulier nos jeunes, consomment malheureusement parfois des produits qui sont plus toxiques et au-delà, je dirais, du produit lui-même, c'est-à-dire en raison des choses qui y sont ajoutées que pour pouvoir les vendre plus facilement. Donc il y a un problème aussi de santé publique qui s'ajoute au problème de l'addiction. Mais nous ne souhaitons pas, évidemment, promouvoir le syndrome de l'assommoir, parce que le socialiste que je suis, son combat, c'est de précisément lutter pour l'émancipation des gens, et on ne lutte pas pour l'émancipation des gens en rendant possible, si vous voulez, une addiction qui rend les gens incapables de pouvoir s'épanouir, de pouvoir évoluer convenablement dans une société. Donc il est vraiment important de le faire. Et alors tout à l'heure, on évoquait un peu notre imaginaire collectif avec les Schtroumpfs, etc. Moi, dans ce qui a structuré mon imaginaire, c'est quand j'étais plus jeune, c'est la fameuse série Les Incorruptibles avec Robert Stack et Elliot Ness. Et en effet, on voit bien comment Al Capone a bâti un empire qui a pu ensuite engendrer de la corruption politique, etc., en plus que de la criminalité et des assassinats. C'est justement parce qu'il y avait tout un segment qui échappait à la réglementation, et en l'occurrence, c'était le trafic de l'alcool. Vous voulez dire que les affaires Publifin et tout ça, il y a un lien avec la drogue. Vous ne manquez pas d'imagination aujourd'hui, vraiment. Julie de Groot, est-ce qu'il y a une majorité pour voter cela? Parce que bon, on voit le PS et le PTB, Écolo pourraient voter cela. Peut-être même parfois, la LVA avait dit qu'elle n'était pas entièrement contre. On ouvre un débat. Julie de Groot, côté CDH. C'est manifestement ma semaine côté ligne CDH, parce que ici aussi, moi je suis, à titre personnel, je le dis, et puis je vais défendre la position du CDH, pas du tout malheureuse que le débat ait lieu, qu'il soit sur la table. Je pense que c'est une bonne chose que ce débat ait lieu. Et j'entends, je comprends, voilà, la ligne du CDH qui est de dire attention à l'effet d'incitant. Et si on prend justement les cigarettes, il y a quelque part un message contradictoire entre dire attention, le paquet de cigarettes doivent être anonymes, etc. Ne fumez pas, et puis pas de souci, fumez du cannabis. Et moi je pense, et c'est à titre personnel, j'entends ça, je l'ai dit, comme ça je l'ai rappelé. À titre personnel, je pense qu'il y a effectivement un clivage qui n'est pas un bon clivage entre prohibition et prévention. Et je pense, au fond, assez bien comme vous, que ce n'est pas parce qu'on légalise qu'on empêche la prévention. C'est drôle. Je fais en fait... mais non, mais... Oui, mais donc, c'est ça. Mais tout à fait, c'est ce que je dis. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas parce qu'on légalise que du coup, on ne va pas... dire aux jeunes, ce n'est pas bon de fumer, comme on fait pour d'ailleurs les cigarettes, comme on fait pas assez d'ailleurs pour l'alcool. Pour l'avortement aussi. Et j'allais dire, là je fais le lien avec l'avortement. C'est pas parce qu'on légaliserait l'avortement que tout d'un coup on va pas faire de la prévention auprès de toutes les jeunes filles qui tout d'un coup se retrouvent complètement démunies par rapport à une grossesse involontaire. Et donc évidemment que légalisation n'est pas contraire à prévention. Et je pense qu'au niveau bruxellois, moi ici je fais la pub pour le PS, mais par exemple Julien Eutendal a aussi fait des propositions un peu complètes par rapport à ça. Sur ce qu'on appelle les chambres de consommation encadrées, les salles de shoot, qu'on appelle à risque moindre, sur le fait d'avoir des seringues ou pas qui soient facilement accessibles. Donc il y a moyen d'encadrer, ça que vous voulez dire. Mais en tout cas, il faut avoir ce débat-là sur sortir du clivage prohibition et prévention. On doit aller au-delà de ça. Quoi. Donc vous êtes d'accord tous les deux. On est d'accord. C'est-à-dire par contre, il y a une balise importante. C'est le maintien de l'interdiction pour les mineurs. Ça, c'est une balise qui reste fondamentale. Et alors, à travers la réglementation, dégager des moyens. Julie l'a dit, je me permets d'insister, pour la prévention. C'est vraiment fondamental. L'objectif n'est évidemment pas de promouvoir la consommation. Alors, je propose une conclusion rapide à Yvan Vandenberg puis à Béatrice Colligny. De légalisation, on ne légalise pas, on dépénalise, ça sort de ce champ-là. Mais du coup, il devient d'autant plus important de faire un travail d'information, de communication, et quand on parlait des salles d'injection, c'est où ça se passe? Ça se passait à la bourse, par terre, quoi. Oui. Donc évidemment qu'il vaut mieux créer des salles. Ça ne va pas diminuer la consommation, mais ça fera moins d'hépatite C, ça fera moins de sida. On dépénalise, pas on légalise. Voilà. C'est tout à fait différent. Alors maintenant, on va s'intéresser aux élections françaises. C'est dans moins d'un mois. C'est le premier tour dans moins d'un mois. La semaine dernière, nous recevions dans M les délégués des différents candidats, pas tous, mais enfin une bonne partie. Le politologue Pascal Deluit était là aussi.
aussi, il les accompagnait. Alors, voici son analyse sur les Français de Belgique. Un double enjeu, il y a le nombre d'électeurs qui avoisine quand même la taille d'une ville d'une certaine importance, aux alentours de 70-75 000 électeurs. Et puis, on l'a souligné déjà, la Belgique accueille la capitale de l'Union européenne. Il y a aussi cet enjeu symbolique-là qui est important. Et ce qui explique que, on le voit, Benoît Hamon vient, c'est pas uniquement pour l'électorat des Français de l'étranger, mais aussi pour, je dirais, porter un discours spécifique sur l'Union européenne. Et il est d'ailleurs accompagné de Thomas Piketty, son conseiller spécial sur l'Europe. Donc il y a aussi cette volonté-là de marquer quel est le projet européen et international du candidat. Il y a un segment électoral que je peux qualifier de très bruxellois, c'est-à-dire avec beaucoup de gens qui travaillent autour des institutions de l'Union européenne, ou beaucoup de Français qui se sont installés dans certaines communes du sud-est de Bruxelles, parfois voulant fuir l'impôt sur la fortune. On a aussi un nombre appréciable d'étudiants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un nombre appréciable de Français qui vivent en bordure de la frontière belge, le long du Pas-de-Calais, le long du Nord, le long des Ardennes, et qui sont plus un profil, je dirais, des régions dans lesquelles ils se situent, c'est-à-dire un profil plus ouvrier, plus employé. Beaucoup, par exemple, travaillent dans les entreprises de Flandre occidentale, dans le Courtrésie, et donc sont plus impactés, je dirais, par le vote dans le Nord, dans le Pas-de-Calais ou dans les Ardennes, par exemple. Alors, on parle beaucoup, BAR Coligny, on parle beaucoup de ces élections françaises en Belgique. Ça n'intéresse pas que les Français de Bruxelles ou de Belgique, ça intéresse les Belges aussi. Et les femmes belges aussi. C'est un vrai théâtre, quelque part, surtout avec les chaînes d'infos continues. C'est d'ailleurs impressionnant de voir le nombre d'heures, je trouve, qui sont consacrées au débat politique sur les chaînes françaises. C'est vraiment incroyable par rapport à la Belgique, on n'y est pas. Enfin, c'est peut-être pas plus mal. On approche d'une échéance quand même assez importante. Donc forcément, le temps d'antenne est plus... On parle des élections de la crazy publique en France. Comme ça qu'ils l'appellent. Oui, donc vous vouliez nous montrer... Moi, j'aime bien cette petite campagne, je vous ai amené des petites photos. Vous aurez mon vote si, ça tourne sur Twitter depuis quelques jours. Donc c'est une petite campagne simplement pour encourager les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, pourquoi pas, à interpeller leurs élus sur des problématiques d'égalité, de parité, etc. Voilà. Je sens que ça reviendra en 2018 oui, voilà, ou en 2019. Karim Fadoul, sur les oui, mais élections. c'est une élection un peu plus large. On a également vu circuler cela sur les réseaux sociaux. C'est par rapport notamment à cette campagne turque électorale en Turquie, liée au référendum. Est-ce que la question qui est souvent posée et qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'un Benoît Hamon peut venir faire campagne à Bruxelles et pourquoi des représentants turcs ne peuvent pas venir faire campagne à Bruxelles? Et on sait tous ce que représente le régime d'Erdogan en termes de liberté d'expression, en termes de répression, etc. Mais la question ne les a empêchés. Mais la question se pose. Est-ce qu'une réponse peut être apportée? Si on compare les deux... Ahmed Laouachi à Kuckelberg, il y a une très grosse communauté turque, j'imagine, à Kuckelberg. C'est bien connu pour ça. Hein. C'est du second degré. Est-ce qu'on accepterait comme ça un meeting d'un ministre d'Erdogan ou d'Erdogan lui-même? On sait qu'Erdogan a voulu, il y a 3 ans, réserver le Palais 12, notamment pour un meeting électoral. Ça a été refusé. Pourquoi est-ce qu'il est accepté pour... Là on est sur le terrain des normes de droits fondamentaux. Et pour que les normes de droits fondamentaux soient effectives, il faut pouvoir les appliquer avec la plus grande cohérence. Donc, en l'occurrence, rien n'interdit a priori l'organisation d'un meeting qui concernerait une formation politique étrangère, si ce n'est les éventuelles limites que la loi prévoit, et notamment les possibles atteintes et de troubles à l'ordre public. Bon. Donc, autrement dit, mis à part cette balise, rien n'interdit a priori l'organisation d'un meeting. Moi, il m'arrive régulièrement, par exemple, de participer au meeting de mes camarades italiens. Il y a un petit courant de sympathie qui s'est installé avec eux. Et donc, autrement dit, au-delà de cette balise de troubles à l'ordre public, je ne vois pas ce qui permet d'interdire a priori la tenue d'un meeting en Belgique. Et vous, Julie de Groot, la réponse à la question? Mais je trouve que c'est une très bonne question, parce que lundi, par exemple, la section locale d'Ixelles organise un débat avec tous les représentants français. Super. Sur le référendum turc, on ne fait rien. Et par contre, moi-même, ce qui me gênait fondamentalement, et je suis évidemment d'accord avec Ahmed pour dire c'est l'ordre public qui a été évoqué par exemple à Anvers, mais ce qui me gêne, c'est cette appropriation de la sphère publique par Erdogan et de Belges, au fond, de belgo-turcs, comme s'il y avait une sorte d'appropriation de cette sphère publique. Et c'est ça qui a
quelque part qui est les candidats français aussi, qui ça est, compris l'électorat français. Non, qui est Est-ce qu'on mélange pas gênant. deux choses, Non, oui, parce que je voudrais quand même dire Marcel une chose, Sel. c'est que partout en Europe, via les ambassades et via des gens qui sont pro-AKP, Erdogan organise pratiquement, incite entre autres à certaines violences, et notamment en Allemagne, par exemple, des gens qui se rendent au consulat pour demander la nationalité allemande. Donc ils se rendent d'abord au consulat turc pour avoir une autorisation ou un certificat. Les consulats turcs leur prennent leur identité pour être sûrs qu'ils ne puissent pas avoir la nationalité allemande. Donc il y a plein de choses de ce genre qui se passent. On sort un peu de notre thématique. Moi, ce que je voudrais, c'est vous ramener à autre chose. Parce que c'est vrai que la Turquie, on a souvent dit que la Turquie était un pays laïque. Là, évidemment, c'est plus franchement le cas. Mais je voudrais parler de laïcité chez nous, parce que ces derniers jours, il y a eu comme ça un peu des prurites, tant chez Écolo qu'au PS, sur des discours sur la laïcité, les musulmans, les salafistes. Et d'abord, une question pour vous, Ahmed Laouej, avec Yvan Mayer et ses déclarations dans le Morgen de mercredi sur les mosquées qui sont toutes aux mains des salafistes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui crossaient Yvan Mayer pour ces dires? Moi, je me suis exprimé publiquement, dans la foulée d'ailleurs de notre présidente de fédération, Laurette Onkelings, qui seule est habilitée à porter officiellement la voix de l'ensemble des socialistes bruxellois pour condamner et nous distancier des propos qui ont été tenus par Yvan Mayer. Donc Yvan Mayer, ses propos n'engagent que lui, nous ne partageons pas son point de vue et nous considérons que quand on prétend apporter des solutions, on ne doit pas soi-même créer des problèmes. Donc je crois que de ce point de vue, nous ne manquons pas de clarté. La position officielle du Parti socialiste à Bruxelles, elle a été formulée par Laurette Onkelings, je l'ai appuyée comme vice-président, et je pense par ailleurs que c'est ce qui, aujourd'hui, rassemble l'immense majorité des socialistes bruxellois. Oui, mais vous voyez, chez Écolo, quand il y a une carte blanche qui est faite comme ça, où on n'est pas d'accord avec le reste du parti, apparemment, ça coûte la place de Marine Agy. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose contre Yvan Mayer? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas Zakia Katabi, que vous avez interrogé ce midi. Oui. Pour le reste, nous avons pris nos responsabilités, nous avons dit ce que nous pensions des déclarations d'Yvan Mayer, et pour le reste, nous continuerons à discuter en interne. Julie de Groot. D'abord, par rapport à Yvan Mayer, c'est évident que ce sont des propos caricaturaux qui ne font pas progresser le vivre ensemble. C'est bien ce qu'Ahmed Laouej a dit. Ahmed, ça ne fait pas progresser ce qui est tout compte fait la fonction d'Yvan Mayer, c'est-à-dire d'organiser un vivre ensemble. Et puis, par ailleurs, les courbes rentrantes, ça, on en a vraiment complètement marre d'à chaque fois dire on ne m'a pas vraiment bien compris. Et la proposition qu'il fait sur les fabriques de mosquées comme des fabriques d'églises ne répond pas non plus à, par ailleurs, un véritable problème, puisque ce n'est que simplement comptable. Donc ça, c'est non. Mais ce qui est intéressant, si on fait le lien entre Yvan Mayer, Marine Agy, on a parlé de la dépénalisation de l'avortement, etc., c'est qu'au fond, la laïcité / le religieux / le spirituel s'invite dans le débat. On le voit, on est en train de parler des élections présidentielles françaises. On voit que là, la société est en but avec vraiment un problème qui se manifeste à certains degrés et que donc on doit à un moment là aussi se remettre autour de la table pour avec parler vous, on va pas arrêter de se mettre autour de la table. Ah oui, là-dessus vraiment. Parce que dans un état neutre, ça on veut n'a plus dire le temps. quoi? C'est la conclusion. Voilà. Je vais vite vous demander à chacun votre candidat pour les élections françaises. Qui vous soutenez, Julie de Groot? Un nom, s'il y en a un, ou pas. Macron, parce qu'il fait... Merci. Ahmed Laouej. Benoît Hamon, qui a dit au meeting de Bruxelles, la laïcité ne peut pas être utilisée comme glaive pour jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une communauté, en l'occurrence la communauté musulmane. On va passer au coup de cœur. Béa Ercolini, très rapidement, vous vouliez parler d'une chercheuse, elle s'appelle Zenan Bao. Elle s'appelle Zenan Bao, elle est chercheuse à l'université de Stanford et avant-hier à Paris, à l'UNESCO, elle a reçu le prix L'Oréal. Oh là, elle était très jeune, hein. Le prix... non, mais elle est très très belle, mais bon. Le prix L'Oréal, les femmes et la science, parce qu'elle a mis au point un modèle de peau synthétique qui donne la sensation de pression et de température. Ça sert à quoi? Ça va servir à des gens qui ont des prothèses, des machines. Et on va pouvoir leur greffer une peau en plastique et ils vont pouvoir ressentir. Alors on va dire c'est super, ils vont pouvoir ressentir leurs enfants, mais aussi ressentir le chaud, le froid, ce qui peut leur permettre de faire des bêtises et de se blesser. Marcel Sel part en Roumanie, lui.
Génial, oui. Bounazioua pour les Roumains. Donc c'est mon coup de cœur, ça fait plus de 50 jours que les Roumains descendent quasi tous les jours, si pas tous les jours, dans la rue pour essayer de maintenir leur démocratie. Ça a commencé par des manifestations contre un projet de loi qui, on va dire, entre guillemets, autorisait la corruption, pour être précis. Et bien voilà, je me dis que peut-être en Belgique, on pourrait de temps en temps descendre pour des choses... Oui. Aussi pur. Vous irez manifester aussi dans la rue tout avec seul. Ahmed Laouej, Karim Fadoul. C'est la fin. Petite suggestion de sortie ce week-end, c'est la fin de la semaine bruxelloise de l'eau, des journées bruxelloises de l'eau. Pour être précis, l'eau, c'est pas seulement l'eau que l'on boit, c'est également des bassins d'orage, des stations d'épuration qu'on va pouvoir visiter ce week-end, samedi et dimanche. Il y a le bassin d'orage de Flagey, du Keulbeek, la station d'épuration Bruxelles Nord, et l'écluse d'Anderlecht. Il y a plein de choses à voir. Et les informations sont sur environnement.brussels. Et vous, Yvan, voulez nous conseiller un livre? Oui, Bruxelles à contre-jour. Alors voilà, c'est un petit livre de 120 pages. Ce sont des photos de Martine Henry, des photos noir et blanc. C'est pas touristique du tout, mais ça ne peut quand même se passer qu'à Bruxelles. Et alors, il y a Catherine Deskeper qui, sur ces photos, crée des textes. Ce sont des nouvelles, c'est très très court, on en lit une de temps en temps, on ne lit jamais l'ensemble, et c'est édité par les éditions Quadrature. Merci à tous, merci à vous invités, merci aux experts, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.